En fait, moi, j'ai dû développer pas mal de compétences et surtout du savoir-être, plus que parce que le savoir-faire, on l'apprend. En fait, c'est beaucoup plus facile à apprendre et on a souvent des formations d'entreprise pour le faire. On a notre diplôme, si on a été à l'UNIF ou autre, ou à la haute école. Mais donc, c'est surtout le savoir-être sur le fait que j'ai dû apprendre à développer plus mon intelligence émotionnelle, à développer aussi ma résilience, parce que j'ai eu à faire face malheureusement à beaucoup d'épreuves. Et donc, j'ai dû apprendre, en fait, moi, par moi-même, à développer ça. Et j'ai dû apprendre En fait, j'avais pas vraiment le choix. C'est-à-dire que j'étais obligée de, si je voulais continuer à me développer professionnellement et personnellement, j'ai dû apprendre à travailler sur la communication interpersonnelle. C'est pour ça que je me suis formée aussi en programmation neurolinguistique, pour mieux comprendre, en fait, comment les gens se comportent, pour mieux pouvoir interpréter les comportements des gens. Je me suis aussi formée en technique de présentation, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai envie de faire passer un message, il faut que j'ai les techniques pour. Il y a tous des codes, il y a toutes des choses à faire, il y a à ne pas faire. Et j'ai commencé aussi à me passionner sur ça, parce que je me dis, mais finalement, prendre la parole en public, c'est prendre du pouvoir, c'est pouvoir exister aussi et pouvoir influencer. Et donc, j'ai aussi même développé une méthodologie par rapport à ça, en me disant, OK, qu'est-ce qui est pour moi essentiel dans une ère aussi où les gens pensent à plein de choses en même temps. Donc, quand tu es en train de présenter, en fait, les gens, ils sont ailleurs. Donc, comment est-ce que tu peux garder l'interactivité? Comment est-ce que tu joues avec ta voix? Enfin, c'est toutes des choses que vraiment j'ai dû apprendre pour pouvoir continuer à me développer dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Aussi, lorsque j'ai lancé des associations aussi. C'est toutes des choses que j'ai utilisées. Et j'ai aussi dû apprendre, voilà, qu'est-ce que c'était le leadership. Alors, le leadership, c'est le mot qui englobe énormément de choses, mais c'est super important de comprendre son propre style, d'apprendre à mieux se connaître et se dire, OK, moi, je suis comme ça. Donc, j'ai besoin aussi de complémentarité dans mon équipe. Et donc, typiquement, par exemple, quand j'ai voulu créer une association, j'ai été chercher des profils de personnes qui sont très différentes de moi, parce que je me dis, j'ai un manque là, donc j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider par rapport à ça. Mais donc, j'ai aussi dû travailler sur l'ouverture, parce qu'en fait, travailler avec des gens qui sont différents de soi, c'est beau sur papier, mais c'est quand même une galère au jour le jour. Et donc, j'ai dû travailler aussi sur mon ouverture, sur la collaboration, sur ma patience aussi, sur le développement de l'empathie. Et tout ça en restant moi-même, c'est là aussi que j'ai développé le modèle Open que j'ai écrit dans mon livre Open Up Your Organization. Et là, par exemple, pour ce livre, c'était pour moi nécessaire d'aller rencontrer des personnes, différents leaders, et de leur poser des questions pour comprendre qu'est-ce que le leadership pour elles, et ensuite le transmettre. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai développé pas mal d'outils. J'ai beaucoup travaillé sur moi, pour pouvoir continuer à être moi-même en étant en quelque sorte avec toutes ces carapaces, toutes ces couches, mais en même temps en gardant aussi ma vulnérabilité, mon empathie, parce que le but, c'est pas de devenir un robot qui est protégé à tout et qui est immunisé à toute émotion, c'est pas ça le but. Et c'est là que je me suis dit, finalement, je vais tout mettre ensemble et le transmettre, parce que la transmission, c'est quelque chose de magnifique, c'est aussi un héritage qu'on laisse. Et de pouvoir transmettre ça à d'autres femmes en me disant, voilà, j'ai déjà en quelque sorte prémâché le travail pour vous, je l'ai vécu, je l'ai testé, je l'ai développé, ça fonctionne. Et donc, voilà comment on peut le faire ensemble et faire en sorte que d'autres femmes et d'autres personnes de minorité ethnique aussi puissent se développer et trouver leur place dans la société. Coucou Hassan, c'est Sabah de la première cohorte. Je pensais à toi aujourd'hui et je voulais te remercier sincèrement pour tout ce que tu m'as apporté au travers de ta formation et aussi les conseils que tu m'as apportés en privé. Il m'arrive encore de parcourir à nouveau tes modules quand je sens qu'au travail, je me sens encore fébrile et que j'ai besoin de me recentrer sur les principes de ton modèle open. Surtout la patience, pour moi, tu le sais bien. Je remarque aussi que même pendant les réunions, ça se passe mieux et que je me sens plus apaisée, même si les personnes autour de moi ne sont pas nécessairement dans la même énergie. Et aussi, je trouve que dans ma vie privée, le fait de prendre mon temps, de mieux me préparer, tout ça, ça a beaucoup d'impact sur la famille. Donc voilà, c'était juste pour te dire un grand merci. Et j'espère que tu vas bien et ça me fait plaisir de te voir sur les réseaux. Ça me rappelle les bons moments avec les filles du groupe. Allez, je te laisse, prends soin de toi et à bientôt, j'espère.
Ça fait vraiment plaisir d'entendre en fait ces témoignages et j'en reçois souvent en fait. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est surtout les personnes elles-mêmes qui ont enclenché ce changement en elles, parce que moi je suis là, je délivre des outils. Ce qui m'a aidé, je le transmets en espérant que ça puisse aider d'autres. Mais c'est surtout en fait les femmes elles-mêmes qui, en ayant l'envie de travailler sur elles-mêmes, en ayant l'ouverture de se remettre en question aussi et d'accepter de ne pas remettre en quelque sorte la faute que sur les autres, mais aussi d'accepter notre propre responsabilité dans notre vie, parce que ça, c'est quelque chose quand même assez essentiel. Et c'est là qu'elles peuvent vraiment avoir le changement qu'elles veulent avoir dans leur vie. Et là, Sabah parlait de quelque chose aussi qui est assez clé. On a tendance à toujours dire, oui, le pro, c'est le pro, le perso, c'est le perso. Mais en fait, on est la même personne. Et donc, les outils que je donne, qui sont utiles dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle, parce qu'en fait, déjà, quand on a une famille, c'est une mini-entreprise, on a des relations aussi avec nos collègues, on a des relations avec nos voisins, notre famille, nos enfants, notre belle famille, enfin... Et donc, c'est important de travailler sur l'interpersonnel de manière générale, et aussi la question de la conciliation vie privée, vie professionnelle, parce que moi, on m'a souvent dit, oui, comment tu fais pour tout gérer ? J'ai aussi 3 enfants en bas âge, et honnêtement, c'est plus venu. De nouveau, c'est quelque chose que moi, j'ai appris comme ça au fil de l'eau. Aussi appris à combattre un peu il y a aussi ce concept de fear of missing out, le FOMO, donc de se dire il faut absolument que j'aille à cet événement-là parce que sinon je vais louper quelque chose, il faut absolument que je sois présente là, etc. Mais en fait, se dire non, j'accepte d'être ici et maintenant avec mes enfants à la maison et de louper un événement parce que c'est aussi important pour moi. Et de temps en temps, oui, je vais à un événement parce que c'est aussi important et je ne suis pas à la maison. Et donc, d'accepter aussi nos imperfections, d'accepter le fait qu'on ne peut pas être partout et surtout d'accepter d'être vraiment ce concept d'ici et maintenant. Moi, je l'ai appris au théâtre, en fait, quand j'ai fait du théâtre. Mais il est central, c'est quand tu es quelque part, sois là complètement, plutôt que d'être là et de penser à autre chose, etc. Parce que c'est aussi de la charge mentale. Donc, la charge mentale aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup travailler, parce que c'est de nouveau quelque chose qui peut vraiment nous épuiser, qui peut nous bouffer toute notre vie. Et donc, il y a aussi cette question de gestion du temps, de gestion du stress, que j'ai appris et que du coup je transmets également dans la formation. Et donc à un moment donné, quand j'ai créé Lead Yourself, j'ai vraiment pensé à tout ce qui m'a été utile pour me développer, pour arriver là où j'en suis, avec sérénité. Et c'est ça que j'ai mis ensemble. Et j'ai d'autres témoignages, par exemple Corinne qui me disait en fait, j'ai suivi des formations en entreprise, en leadership, mais il n'y a aucune qui égale la tienne parce que justement, ma formation, elle touche à tout. Elle est centrée sur le leadership humain. Et je parle aussi de la vie privée. Ce n'est pas que la vie professionnelle. On n'est pas que notre travail. Et il n'y a pas un mur de séparation entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi qui est important et qui est aussi fort apprécié. C'est ce côté humain, l'accompagnement humain d'une personne dans sa globalité, sans mettre des séparations, sans mettre des silos dans notre vie, parce qu'on n'est qu'une personne au final. Il y a quelque chose aussi qui fonctionne assez bien, c'est la sororité. C'est l'entraide des femmes, le fait qu'on se hisse chacune vers le haut, qu'on se partage beaucoup de conseils. Et ça, c'est pour avoir animé différents groupes. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et on voit vraiment les femmes, même si elles ne se connaissent pas au début, même si elles n'ont pas forcément l'air d'avoir beaucoup de points communs, elles ont plein de challenges qui sont les mêmes. Elles vont souvent venir avec les mêmes points de oui, j'ai l'impression de ne pas réussir à concilier ma vie privée et ma vie professionnelle, j'ai du mal à poser mes limites, j'ai peur de prendre la parole en public. Et donc, c'est toutes des choses qui reviennent. Et le fait d'appartenir à ce groupe, cette communauté de personnes qui veulent aller mieux, qui sont dans l'ouverture, qui sont dans la remise en question. Aussi, on travaille beaucoup sur la question, évidemment, de la confidentialité. Donc, tout ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Ça aide beaucoup et c'est un facteur aussi de développement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « oui, ça me manque, etc. » de réorganiser des événements juste pour les femmes qui ont suivi la formation, pour garder un lien, pour garder cette question de sororité et continuer à se développer, donc retravailler sur des nouvelles thématiques. Et ça, c'est quelque chose je trouve que c'est quelque chose de vraiment beau
Et de voir comment des étrangères, entre elles, peuvent devenir après aussi proches que des sœurs. Je trouve ça... Des sœurs choisies. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez puissant. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, j'ai envie, mais c'est pas le bon moment. » En fait, ça existe pas. En fait, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour travailler sur soi. Donc, à chaque fois qu'on travaille sur soi, en fonction du contexte dans lequel on est, on va avoir évidemment une approche différente. Mais celles qui sont débordées et qui ont l'impression qu'elles n'auront pas le temps, en fait, justement, le problème, c'est qu'elles ne vont pas en sortir. Elles ne vont pas en sortir de cette situation de « je suis épuisée, j'y arrive pas, etc. » Et c'est tout le temps reporté. Et c'est drôle parce qu'on va pouvoir... quelquefois, elles vont acheter un sac à main ou des fringues qui vont coûter super cher, mais en fait, investir en elles, dans leur bien-être, dans leur formation, pour être accompagnées vraiment, c'est plus difficile. Alors qu'en fait, c'est prioritaire, c'est ça qui va rester. Parce que tout le matériel qu'on a, il s'évapore. C'est pas ça qui nous procure du bonheur. Et c'est vraiment ça. Je conseille aux femmes de prendre du temps pour elles, pour se développer, pour s'améliorer. Et en s'améliorant, elles vont aussi améliorer tout ce qui est autour d'elles. Elles vont aussi améliorer leur noyau familial, elles vont améliorer aussi leur cercle professionnel. Et donc, tout le monde doit bénéficier de leur propre rayonnement. Et donc, c'est là où, je dis, arrêtez de dire c'est pas le bon moment. En fait, c'est le bon moment quand tu décides. En fait, c'est toi qui décides est-ce que c'est le bon moment ou pas. C'est pas le moment qui décide pour toi. Et ça, je crois qu'il y a un petit déclic à avoir par rapport à ça, de comprendre qu'en fait, il faut prendre le pouvoir sur ta propre vie et accepter de toi-même, ok, je décide que c'est le bon moment, tout comme je décide que je veux être heureuse, je décide que je veux être épanouie, et puis ensuite, je mets tout ce qui est en œuvre pour que je puisse y arriver. En gros, l'accompagnement, il n'est pas fait pour toi si tu n'es pas prête à travailler sur toi, si tu n'es pas prête à mettre du temps, si tu n'es pas prête à te remettre en question, si tu n'es pas prête aussi à prendre tes propres responsabilités dans ta vie et d'accepter qu'en fait, ta vie peut être meilleure que celle qu'elle est aujourd'hui. Avec tout ce qui m'est arrivé, avec le cyberharcèlement que j'ai pu avoir, avec les difficultés professionnelles que j'ai pu avoir, la discrimination, je pense qu'il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a plus de gens qui nous veulent du bien que de gens qui nous veulent du mal, et que c'est tout à fait possible de rester soi-même tout en continuant à faire des choses passionnantes. On n'est pas obligé de se sacrifier, on n'est pas obligé de changer, de devenir quelqu'un d'autre. Bien au contraire, ce qui nous rend unique, c'est ce qu'on est, notre personnalité, notre parcours, nos valeurs, et c'est ça qu'il faut absolument préserver.